Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce premier webinaire organisé par l'Office de tourisme La Baule Presqu'île de Guérande avec le soutien de Cap Atlantique. Donc, je me présente, je suis Ingrid Perret, je suis en charge de la promotion et de la communication au sein de notre Office de tourisme intercommunal. Et donc, ce webinaire est orienté vers les hébergeurs et les restaurateurs que vous êtes et va donc se dérouler sur environ 1 heure. Donc, nous allons avoir le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants lors de cette visioconférence. Avec tout d'abord Monsieur Didier Cadreau, vice-président à Cap Atlantique en charge de l'économie. Monsieur Brendan Lerest, responsable du pôle tourisme au service entreprise à la région des Pays de la Loire. Et enfin, les différents intervenants de KPMG Avocats qui ont donc pu recevoir vos questions en amont de ce webinaire. Et qui interviendront donc sur le volet social, fiscal et également comptable de cette crise qui nous touche. Donc pendant les interventions, vous pouvez bien entendu poser vos questions. Vous pourrez utiliser le bouton questions-réponses que vous avez normalement en bas de votre écran. Et je vous précise également que l'intégralité de ce webinaire donc, est enregistrée et il sera donc disponible à la rediffusion dès demain sur notre site pro. D'ailleurs, sur ce site pro, je vous précise que vous retrouvez donc depuis le mois de mars un espace dédié au Covid-19 où vous avez vraiment toutes les actualités, toutes les sources d'accompagnement qui vous sont proposées et qui sont disponibles sur ce site pro. Alors voilà, les présentations sont faites. Je laisse tout de suite la parole au président de notre office de tourisme, Monsieur Louvrier, et je vous souhaite un agréable webinaire. Merci Ingrid, tous mes meilleurs voeux à tous ceux qui sont connectés dans le contexte bien particulier sur lequel on va bien évidemment revenir. Je voulais remercier bien sûr l'ensemble des services d'être mobilisés pour essayer de répondre au plus près. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque échelon de nos collectivités, que ce soit au niveau des villes, et je tiens à saluer le maire de la Turballe, mais aussi au niveau de la région, et puis bien évidemment au niveau du département. Nous avons à chaque fois, je dirais, pendant cette crise, essayé d'être au plus proche de vos préoccupations. Donc l'idée, c'est surtout pas de vous faire un discours politique, c'est d'être le plus pragmatique possible, parce que nous arrivons dans une période qui est malheureusement toujours une période d'incertitude, où certains de nos établissements sont totalement anéantis par les décisions politiques. Je pense notamment aux restaurants, je pense notamment aux établissements de nuit, je pense à bien évidemment l'ensemble des établissements qui sont concernés de manière directe. Et vous avez maintenant, pour certains d'entre vous, des urgences financières à gérer. Donc ces urgences financières, nous voulons essayer d'y répondre le plus, je dirais, précisément possible. Je ne vais pas vous faire bien évidemment une présentation de la situation. Vous la connaissez tous. La difficulté dans la gestion d'une entreprise, c'est l'incertitude. Et on est exactement dans cette situation, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. On peut être ni optimiste ni pessimiste aujourd'hui. Il y aura bien sûr l'intervention du Premier ministre ce soir qui permettra peut-être de nous éclairer, mais je crains que la situation ne s'éclaircit pas immédiatement. Donc, il faut vraiment que vous puissiez sortir de cette crise dans la situation économique, je dirais, la plus sécure possible. En tout cas, que vous puissiez réussir le rebond, parce que c'est exactement ça pour certains. Et je veux vraiment, là, en l'occurrence, répondre à ces questions. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité que Brendan Lerest, que vous connaissez certains d'entre vous, soit aussi là, parce que c'est avec ma casquette de conseiller régional en charge du tourisme. Brendan suit parfaitement toutes les aides qui ont été mises en place, à la fois au niveau, bien sûr, de l'État, au niveau de la région, avec les intercommunalités, je pense notamment au Fonds Résilience, avec l'ensemble des collectivités. Et il a parfait à même de vous répondre dans ce laps de temps que l'on a. Et puis, bien sûr, je remercie toutes les équipes qui sont là de KPMG pour essayer d'être le plus opérationnel possible. C'est vraiment l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir répondre à la situation. Alors, chaque cas personnel peut être étudié. On va essayer de canaliser les choses pour que ça soit audible et lisible pour chacun. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit de ce webinaire. C'est un webinaire pour répondre à l'urgence de vos préoccupations, hein, ni pour tracer le tourisme dans 10 ans, ni pour se lamenter sur ce qui s'est passé. Il faut qu'on réponde là maintenant
dans le moment présent et dans les semaines à venir à vos préoccupations, je dirais, économiques. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout pas vous faire une intervention, je dirais, politique dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qui puisse tracer des horizons qui sont inatteignables. Là, aujourd'hui, c'est de répondre à l'urgence. Alors, je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Didier Quadros, qui est en charge du développement économique, notamment sur Cap, et qui vous donnera aussi l'état d'esprit de l'agglomération. Merci Franck. Bonjour à tous et à toutes. Et je vous souhaite d'abord une très bonne année 2021. Donc je tiens à remercier particulièrement M. Franck Louivet, président de l'Office de tourisme intercommunal, pour l'organisation de ce webinaire dédié aux hébergeurs, restaurateurs. Notre territoire, à l'instar de l'ensemble du territoire national, connaît une crise sans précédent, dont l'impact économique et social est significatif. Face à cette crise, l'État, les régions et l'ensemble de leurs partenaires ont mis en œuvre, depuis le début de la crise Covid-19, différents outils de soutien aux entreprises. Dans ce cadre, Cap Atlantique a décidé de mettre en place 2 mesures principales d'accompagnement à destination des entreprises. Donc, alors la première mesure, le Fonds territorial résilience pour les entreprises. Il faut que vous réactiviez vos micros, les intervenants. Ouais, moi, j'ai rien touché. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, Didier, on t'entend. Oui, d'accord. Donc, je disais, le Fonds territorial résilience pour les entreprises du 44 et le Fonds Covid résistance pour les entreprises du 56. La communauté d'agglomération Cap Atlantique a amendé à hauteur de 150 000 € le Fonds territorial résilience et le Fonds Covid résistance Bretagne pour aider ensemble l'ensemble des activités économiques de son territoire. C'est un versement d'une avance remboursable ou d'un prêt à taux zéro de 3 500 € à 20 000 €. À ce jour, 65 entreprises bénéficient de ce prêt pour un montant total de 5 511 500 €. 5 511, non, écoutez-moi. 511 500 €, excusez-moi. Le dépôt des dossiers est possible jusqu'au 30 septembre 2021 pour Résilience Pays de la Loire et jusqu'au 31 mars 2021 pour Résistance Bretagne. Donc voilà pour le Fonds territorial résistant. Le dégrèvement de la CFE. Les entreprises de petite ou moyenne taille réalisant annuellement moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et étant directement touchées par une baisse d'activité dans les secteurs suivants: tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel. Près de 490 entreprises du territoire de Cap Atlantique pourraient bénéficier de cette mesure, soit l'équivalent au total de 740 000 € de dégrèvement de CFE. Pour finir, je tenais à vous apporter mon soutien en cette période compliquée. J'espère que ce webinaire vous aidera à vous y retrouver parmi les aides mobilisables et les mesures d'accompagnement à mettre en place pour votre activité. Je vous remercie de votre attention et laisse la parole au prochain intervenant. Merci, Monsieur Quadros. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Lerest pour intervenir sur la région des Pays de la Loire.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Meilleurs vœux également à chacun, chacune en cette période compliquée, particulière. Effectivement, Franck Louvrier l'a déjà indiqué, la région et ses partenaires ont engagé un important programme de mesures de soutien aux entreprises touristiques depuis mars 2020. Je vais vous présenter de manière synthétique, mais en restant complètement ouvert à l'ensemble des questions que vous pourrez avoir sur l'ensemble des dispositifs. Ces dispositifs sont organisés en 3 gammes de soutien par rapport aux besoins aujourd'hui constatés des entreprises, de vos entreprises. Le premier niveau de soutien concerne les dispositifs liés à vos besoins de soutien en urgence pour votre trésorerie, pour la trésorerie de vos entreprises. Le deuxième niveau, je vais y revenir sur les dispositifs de soutien en trésorerie. Le deuxième niveau de soutien concerne des dispositifs liés à vos besoins éventuels en haut de bilan ou sur l'immobilier, on y reviendra. Et puis enfin, des dispositifs plus optimistes puisqu'ils flèchent des soutiens vers vos projets de développement, vos projets plus offensifs pour la modernisation, par exemple, de vos équipements hôteliers, de restauration, etc. Alors, si on se concentre tout d'abord sur les dispositifs de soutien en trésorerie, je vais passer rapidement sur les premiers dispositifs que vous connaissez forcément, qui ont été développés dès le mois de mars 2020, sur lesquels nous avons beaucoup communiqué. On peut encore vous donner des précisions, bien évidemment, sur ces dispositifs. Mais je pense que vous connaissez bien aujourd'hui le Fonds de solidarité nationale qui est encore actif, les prêts garantis par l'État, évidemment les autres mesures de chômage partiel proposées par l'État, qui ont été les premiers dispositifs très sollicités par vos entreprises pour vos premiers besoins en urgence de trésorerie. Sachez que la région participe à l'ensemble de ces dispositifs et notamment en garantie pour les PGE et les PGE saison. Voilà. Plus récemment, en cas de refus de PGE, l'État a déployé, plus précisément est en cours de déploiement, de prêts participatifs d'État. Vous aurez toutes les informations sur ces dispositifs sur les liens qui vous seront diffusés après le webinaire. C'est en cours de déploiement et ça concerne les entreprises qui sont dans les situations les plus compliquées et qui n'ont pas pu bénéficier de prêts garantis par l'État. Toujours sur les dispositifs de soutien en trésorerie, Ingrid, si vous pouvez changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Effectivement, comme M. Cardreau l'a présenté déjà, la région et ses partenaires départementaux et EPCI ont développé avec succès, peut-on dire aujourd'hui, depuis le printemps 2020, un dispositif résilience proposant des avances remboursables à taux zéro, avec un différé de remboursement de ces avances, puisque la première échéance est attendue en juillet 2022, des avances qui s'étalent entre 3 500 € et 20 000 €, avec une extension récente aux entreprises comptant plus de 50 salariés, réalisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a plus de 1800 bénéficiaires à l'échelle régionale de ce dispositif qui a su répondre très rapidement aux besoins vraiment urgents d'un grand nombre d'entreprises pour payer leurs charges fixes sur les derniers mois de l'année 2020. Toujours sur les dispositifs de soutien en trésorerie, bien évidemment, vous avez les dispositifs proposés par BPI France et pour lesquels la région contribue également à travers les prêts rebonds, les prêts tourisme et le prêt à tout proposé par BPI également. Sur ces dispositifs, donc les sollicitations peuvent se faire directement via le site internet de BPI. Si vous êtes en difficulté par rapport à l'ensemble de ces dispositifs BPI, les services de la région sont également à votre écoute pour vous accompagner dans vos demandes auprès de BPI. Nous sommes en contact très régulier avec BPI et il nous arrive assez régulièrement de pouvoir leur communiquer les dossiers les plus sensibles, qui ne sont pas forcément les plus bancables, j'allais dire, mais pour lesquels nous avons une certaine confiance. Et donc, il nous arrive très régulièrement d'appuyer un grand nombre de dossiers auprès de notre partenaire BPI. N'hésitez pas, en cas de difficulté, à prendre contact avec nous sur ces dispositifs. Par ailleurs, la région propose un autre dispositif de soutien en trésorerie pour des tickets
important, hein, pour des besoins importants, pour les entreprises comptant le plus grand nombre de salariés, réalisant avant 2020 des chiffres d'affaires importants. Ce dispositif, c'est le prêt Pays de la Loire redéploiement que nous avons également activé en 2020 pour un grand nombre d'entreprises touristiques, industrielles ou artisanales qui étaient en difficulté importante et qui avaient un besoin de soutien de plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour des prêts en trésorerie conséquents dès 2020. Et puis enfin, dernier dispositif que vous connaissez également très probablement, c'est l'aide au paiement des loyers pour les exploitants qui ne sont pas propriétaires des murs de leurs locaux. Là, ce dispositif est géré par l'État à travers un crédit d'impôt. On vous communiquera également le lien vers le site internet du gouvernement, en l'occurrence, qui vous permettra d'avoir l'ensemble des informations relatives à ces dispositifs d'aide au paiement des loyers. Voilà rapidement pour ces dispositifs de soutien en trésorerie. La deuxième catégorie de dispositifs sur lesquels la région a travaillé avec ses partenaires pour accompagner les entreprises du secteur du tourisme, ce sont des dispositifs liés au haut de bilan ou à l'immobilier, à travers deux dispositifs principaux qui sont en cours de développement, qui sont des dispositifs tout neufs, très récents, mais qui commencent déjà à être engagés. Le premier d'entre eux, c'est le fonds d'aide au soutien du tourisme porté par BPI, le fonds FAST, qui a été abondé par la région. C'est un fonds national qui propose des interventions en quasi-fonds propres pour renforcer les structures financières des entreprises à travers des obligations convertibles, donc pour faire simple, à travers des prises de participation temporaires auprès des entreprises touristiques qui arrivent à un niveau d'endettement très important, qui grèvent complètement leur capacité de réendettement auprès de leurs établissements bancaires. Voilà donc une solution de soutien en haut de bilan qui devrait intéresser beaucoup d'entreprises dans les mois à venir. Et puis enfin, un deuxième dispositif de soutien plutôt lié à l'immobilier, cette fois, porté par la région, par la Caisse des dépôts et également soutenu par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. C'est une foncière tourisme qui s'appelle Solutions Immo Tourisme, qui a été développée très récemment par l'Agence régionale des Pays de la Loire, Solutions Éco, et qui propose une acquisition temporaire des murs, des actifs des entreprises touristiques, hôtelières, restauration, hôtellerie plein air, sites de visite, etc., pour apporter du cash très rapidement dans les entreprises et voilà, libérer ces entreprises de la gestion temporaire de leurs murs, du remboursement temporaire de leurs murs, voilà, à travers une prise, une acquisition, encore une fois, temporaire des murs des entreprises hôtelières, etc. Donc voilà pour ces deux dispositifs liés au haut de bilan. Et puis enfin, notre troisième catégorie de soutien aux entreprises touristiques concerne les soutiens aux projets de développement, des projets plus offensifs. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu incongru d'évoquer cette typologie de projet en cette période très compliquée, on le sait, mais on a quand même souhaité rester optimiste et puis positif en poursuivant donc le soutien des projets de développement. Très honnêtement, évidemment, on en reçoit beaucoup moins au Conseil régional qu'en 2019, par exemple, qui était une année de croissance importante, mais on a encore quelques projets qui nous parviennent depuis les dernières semaines pour des perspectives de rénovation, de développement d'entreprises touristiques. Voilà. On est encore une fois vraiment bien conscient que c'est pas l'urgence malheureusement pour un grand nombre d'entreprises, mais on a quand même souhaité poursuivre et activer ces dispositifs. Très rapidement, je les balaie. On a un premier dispositif de soutien au conseil pour les entreprises qui souhaiteraient avoir recours à un cabinet d'études qui serait missionné sur
voilà, une réflexion pour identifier les bonnes clés de développement de l'entreprise. Nous avons un second dispositif qui s'appelle Pays de la Loire Investissement Touristique, qui propose un soutien financier sous forme de prêts, sous forme de subventions pour les projets d'investissement, de création de nouvelles chambres, de rénovation de restaurants, de chambres d'hôtel déjà existantes, pour du développement de camping et également pour les sites de visite. C'est un dispositif qui a très bien fonctionné en 2019 et début 2020, qui a été évidemment moins sollicité qu'en 2020 au vu de la crise. Et encore une fois, nous recevons voilà, maintenant, depuis quelques semaines, quelques dossiers quand même d'entreprises qui souhaitent s'engager à moyen long terme sur des projets de développement. Et puis enfin, nous proposons également quelques appels à projets thématiques pour le nautisme, pour l'agri et le no-tourisme. Là, voilà un appel à projet qui a extrêmement bien fonctionné en 2020. On a eu une trentaine de projets de développement agritouristique, par exemple, qui ont pu être accompagnés par la région pour un peu plus d'1 million d'euros de soutien. Un dispositif qui fonctionne bien également et que nous avons relancé en 2021, c'est l'appel à projet Accueil Vélo, pour accompagner les entreprises touristiques dans l'amélioration de la qualité de l'accueil de leur clientèle cycliste. On a pu observer pendant la période estivale 2020 que cette cible de clientèle, les cyclotouristes, était une cible qui a répondu présent sur notre territoire grâce essentiellement aux aménagements sur lesquels on travaillait depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble des collectivités locales de notre région. Voilà, et donc on retravaille activement sur cette cible-là parce qu'on sait qu'on a des perspectives plutôt intéressantes dès l'année 2021. Et puis enfin, nous disposons également, je vais passer très rapidement sur ce dernier dispositif, de mesures de soutien pour les projets les plus innovants. Donc, si vous avez en tête des projets qui peuvent vous sembler un peu farfelus, eh bien, il y a jamais de mauvaise idée. On est vraiment à l'écoute de l'ensemble des initiatives des chefs d'entreprise ou des créateurs d'entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à reprendre contact avec nous pour nous présenter l'ensemble de vos projets. Voilà, de manière synthétique, les dispositifs actuels pour le soutien des entreprises. Dans les documents qui vous seront diffusés, nous avons également proposé un petit tableau synoptique qui permettra en un coup d'œil de repérer les dispositifs selon la typologie de votre entreprise et dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Voilà, merci de votre attention et tout à l'heure, si vous avez des questions particulières, je serai à votre écoute pour essayer d'y répondre. Merci. Merci Brendan pour cette intervention exhaustive. Alors c'est vrai que ça peut sembler être une forêt d'aide compliquée, mais comme vous savez, notre pays n'est pas un pays simple où il faut adapter les aides par rapport au cas de chacun, tout en faisant une approche équitable des choses. Donc c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que plus la crise dure, plus les aides semblent être une forêt d'aides. Alors, ce n'est pas non plus aussi la difficulté de l'argent toujours sonnante et trébuchante, mais quand on prend dans une poche, ça veut dire que quand on monte dans une poche, on va en prendre dans une autre. Donc, vous savez, il n'y a pas de mine d'or. Donc, on essaie de faire ça au mieux au niveau aussi régional. Bon, je vais peut-être maintenant laisser la parole, Ingrid, à nos intervenants. Oui, exactement. On va laisser la parole donc aux avocats donc, de chez KPMG. Et tout d'abord, Monsieur Alexandre Willeman, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais prendre la parole sur le volet fiscal. En amont, je vais dire juste quelques mots sur les aides régionales liées au Covid-19 en lien avec la région Bretagne, vu qu'il n'y avait pas d'intervenant à ce titre. Certains éléments ont déjà été vus, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vais quand même les rementionner pour information. Notamment, il y a le prêt rebond de la région Bretagne. Il faut avoir en tête que c'est donc un prêt à taux zéro de 20 000 à 50 000 euros qui s'adresse, lui, aux PME de 20 à 50 salariés. Donc voilà, pour les détails, on pourra vous donner toutes les informations. Mais en tout cas, il faut garder en tête que ce prêt rebond existe. Nous avons par ailleurs, bien évidemment, le fonds régional de garantie Bretagne qui peut permettre d'octroyer des garanties d'emprunt bancaire à 80, voire maintenant 90%
pour des prêts lorsqu'ils sont destinés à renforcer la trésorerie des PME et des TPE. Le fonds de solidarité qui sera développé notamment tout à l'heure par Sébastien Carton, expert comptable chez KPMG, qui pourra vous donner tous les éléments en lien avec ce dispositif. Et il y a le fonds Covid Résistance Bretagne, sur lequel je vais vous dire quelques mots, notamment pour préciser aux différentes personnes qui nous écoutent que les modalités ont été élargies sur ce fonds à compter du 30 novembre. Donc pour ceux qui ne rentraient pas forcément dans les cases préalablement, il faut savoir que maintenant, il n'est pas impossible que vous puissiez en être bénéficiaire, vu qu'il y a eu un élargissement à toutes les entreprises jusqu'à 20 salariés, alors qu'auparavant le plafond était à 10 salariés, qu'il y a eu par ailleurs une augmentation du plafond de prêt jusqu'à 20 000 euros, et enfin une possibilité de cumul avec un PGE, alors qu'avant, il n'y avait pas de cumul possible. Autrement, sur les modalités du prêt, il s'agit donc d'un prêt entre 3 500 et 30 000 euros, une durée fixe de 3 ans, avec un différé qui est automatique de 18 mois, un taux à 0%, pas de frais de dossier, pas d'assurance. Il faut bien évidemment s'assurer de remplir toutes les conditions d'éligibilité. Pour ceux qui souhaitent le détail, on pourra vous communiquer l'adresse sur résistance-bretagne.bpi France. Voilà, il y a toutes les conditions pour faire en ligne la demande et il y a bien tout le détail. En tout cas, notez bien que les conditions ont évolué. Donc, il est intéressant de se repositionner éventuellement pour bénéficier de cette aide et savoir qu'il était doté à hauteur de 28 millions d'euros et en octobre-novembre, il n'y avait que 10% des aides qui avaient été distribuées. Donc voilà, il y a potentiellement des dossiers qui peuvent être acceptés, donc il ne faut pas hésiter à vous positionner sur ce dispositif. Au-delà de ces éléments qui vous ont été exposés, donc des aides régionales, nationales, etc., il convient de voir qu'il y a différentes mesures qui ont été applicables et qui restent applicables, que ce soit sur le volet fiscal, social, commercial, sur les délais de paiement, sur les remises d'impôts, les aides au paiement, le fonds de solidarité, les PGE, les étalements, les rééchelonnements bancaires, le chômage partiel, etc. On va chacun notre tour refaire le point sur les dispositifs applicables et j'aborde donc le premier point sur les éléments fiscaux. On n'a en réalité pas beaucoup de nouveautés malheureusement à vous présenter. Il faut cependant noter qu'il y a une possibilité d'obtenir et du moins de solliciter un report des échéances fiscales avec des demandes qui sont examinées au cas par cas et j'ai envie de dire avec plutôt de la bienveillance de l'administration fiscale. Vous pouvez faire ces demandes directement via les plateformes professionnelles en ligne ou par le biais de vos conseils, avocats, experts comptables, ceux qui s'occupent de vos sociétés. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces échéances qui peuvent encore être reportées et donc il faut vraiment se positionner là-dessus lorsque vous pouvez en bénéficier. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces reports parce que bien évidemment, ça va être là une source directe d'allègement de vos trésoreries et ça peut vous permettre à court terme de traverser cette période qui, on le sait, est bien difficile. Le deuxième point, il concerne le remboursement accéléré des crédits d'impôt et des crédits de TVA. Alors, certaines personnes n'avaient pas voulu solliciter ces remboursements anticipés, d'autres n'avaient pas la potentialité à en bénéficier, mais il peut y avoir depuis lors des crédits de TVA qui sont nés. Il faut savoir que le principe, il est une étude et un remboursement accéléré de ces crédits d'impôt. Donc, pour ceux qui n'avaient pas voulu pour diverses raisons le solliciter ou qui peuvent maintenant y avoir le droit, il ne faut pas hésiter, puisque là, c'est une étude accélérée et de la trésorerie directement accessible qui, encore une fois, vont peut-être permettre de faire la différence et de traverser au mieux cette période. J'ajouterai qu'il est toujours possible de solliciter la CCSF, la Commission des chefs de services financiers, qui permet d'obtenir un étalement des dettes, qu'elles soient fiscales ou sociales. Et donc là, on va avoir une étude vraiment globalisée de votre situation et de vos dettes avec un dossier à faire. Encore une fois, n'hésitez pas à en discuter avec vos conseils habituels, qu'ils soient juridiques ou comptables, pour pouvoir, le cas échéant, dès lors que vous avez respecté vos obligations, envisager de bénéficier d'un étalement de l'ensemble de vos dettes. On parle d'étalement, mais au-delà de ça,
il faut savoir qu'il peut y avoir aussi, non pas des étalements, mais de véritables remises de dettes d'impôts directs. Pour celles qui souhaitent en bénéficier, il y a là encore un formulaire en ligne à remplir avec un examen individualisé, alors qui va tenir compte de la situation de chacun, des difficultés financières de l'entreprise, de peut-être son historique, etc. Mais en tout cas, c'est une réelle faculté qui vous est offerte. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il n'y a que un étalement et qu'on ne fait que différer dans le temps les problématiques. Il peut y avoir également de véritables remises d'impôts. Donc, il faut ici encore ne pas hésiter à les solliciter. Bien souvent, que ce soit par pudeur, par crainte ou divers moyens qui viennent à votre esprit, on ne fait pas ces demandes, alors qu'en réalité, elles peuvent vous permettre d'avoir une aide au niveau de l'administration fiscale. Il a été abordé tout à l'heure l'aide au paiement des loyers. Vous avez dû en entendre parler. Il avait été question de différents taux sur différents mois. Si mon bailleur abandonne 1, 2 ou 3 mois, il aura 30% de crédit d'impôt. Aujourd'hui, ce qui a été voté, c'est dès lors qu'il vous est octroyé un abandon pour le mois de novembre, votre bailleur aura droit à un crédit d'impôt à hauteur de 50%. Alors la question qui se pose, c'est oui, mais maintenant, le mois de novembre est passé. Eh bien, il n'est pas trop tard. Votre bailleur peut encore procéder à cet abandon de loyer et il pourra bénéficier de ce avec votre bailleur. Beaucoup de bailleurs sont de bonne foi, veulent vous aider, mais ils ne savent pas potentiellement qu'ils peuvent encore bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc, n'hésitez pas à engager la discussion sur ce point avec eux. Voilà, il est encore temps pour que le crédit d'impôt soit applicable. Donc ça, c'est vraiment un dernier point important que je voulais vous indiquer, puisque on sait que certains sont prêts à le faire, mais ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Donc, engager la discussion. Voilà les différents éléments que je voulais aborder avec vous. On répondra aux différentes questions, bien évidemment, par la suite. Et je passe la parole à Laurence Didier pour le volet social. Oui, merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, en matière de droit social, le point le plus saillant, c'est le maintien et le renforcement de l'activité partielle, donc du chômage partiel, depuis le deuxième confinement, à savoir depuis le mois de novembre 2020. Ce maintien et ce renforcement ayant évidemment vocation à perdurer, notamment pendant la totalité de la période de l'état d'urgence sanitaire, qui va se prolonger jusqu'au 16 février 2021. Ce sont aujourd'hui le texte, mais il est prévu certainement une prolongation malheureusement de cet état d'urgence sanitaire au moins jusqu'au 1er juin 2021. En particulier en ce qui concerne l'activité partielle dans votre secteur, c'est-à-dire là où vos entreprises, vos activités sont les plus impactées, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture ou l'événementiel, eh bien, ce qui est prévu au moins déjà jusqu'au 31 mars 2021, mais encore une fois, malheureusement, cela risque d'être encore prolongé, eh bien, c'est une prise en charge par l'État de 100% de l'indemnité d'activité partielle qui sera versée aux salariés. À ce jour, dans les autres secteurs qui fonctionnent plus ou moins normalement, cette prise en charge est aujourd'hui de 85%, mais va baisser à compter du 1er février 2021. Pour les salariés, ce qui leur est versé, vous le savez, cela n'a pas changé à ce jour. Eh bien, c'est une indemnité d'activité partielle qui est égale à 70% de leur salaire brut, à savoir 85% de leur net à peu près. Bien évidemment, vous avez la possibilité, si vous le pouvez, si vous le souhaitez en tant qu'employeur, eh bien, de compléter en toute partie ces 15% du net manquant. Je vous rappelle que, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les chômés sont à hauteur de 35 heures hebdomadaires, heures supplémentaires prévues par une convention collective. Et comme c'est le cas dans la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, c'est bien l'ordonnance du 22 avril 2020 qui a été prolongée, qui prévoit cela. Donc, si dans les contrats de travail de vos salariés, il est prévu une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, comme vous le savez, l'activité partielle va pouvoir jouer pour les heures supplémentaires.
Dernier point concernant l'activité partielle, cela concerne évidemment les secteurs, les activités où l'activité est arrêtée en tout ou partie, mais également peuvent bénéficier de l'activité partielle les salariés considérés comme vulnérables, donc qui ont des pathologies, ou ceux qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans. Auparavant, ces salariés étaient pris en charge par l'assurance maladie. Désormais, ils le sont par le biais de l'activité partielle. Pour le reste, les déclarations, les remboursements au niveau national se font. Alors, bien évidemment, vous devez avancer les salaires comme toujours, et les remboursements se font en moyenne au niveau national à hauteur, dans un délai a priori de 12 jours, moyenne nationale. Donc, vous avez des régions où les remboursements sont plus rapides et d'autres malheureusement où les remboursements sont moins rapides. En ce qui concerne le paiement des cotisations, toujours pour les secteurs les plus impactés, vos secteurs du tourisme au sens large, eh bien, il y a exonération d'une partie des cotisations patronales, versement d'aide égal à 20% de la masse salariale de la période concernée pour les cotisations restant dues. Pour le reste, bien évidemment, l'URSSAF prévoit la possibilité d'un report du paiement des cotisations salariales et patronales, sans pénalité ni majoration. Il s'agit d'une possibilité de report. Attention, j'insiste, il est essentiel que vous continuiez à effectuer vos déclarations, quand bien même vous pourriez bénéficier d'une exonération et ou d'un report. C'est extrêmement important parce que sans cela, eh bien, vous serez considéré comme étant défaillant vis-à-vis des services de l'URSSAF. Dernier point concernant les cotisations sociales, depuis une ordonnance du 23 mars 2020, toujours en vigueur à ce jour, eh bien, les actions de recouvrement de ces cotisations sont suspendues par les services de l'URSSAF, y compris pour les créances qui étaient dues antérieurement. Donc, cela signifie notamment que les échéanciers qui étaient en place ont été suspendus, que les huissiers de justice ont reçu comme mandat de cesser leurs actions de recouvrement. Attention, sauf si les redressements portaient sur des infractions de travail dissimulé. Dans ce cas-là, eh bien, les actions de redressement n'ont pas cessé. Mais sinon, les recouvrements ont cessé depuis le 13 mars 2020. Un mot maintenant en ce qui concerne les congés payés, puisque malheureusement, tant mieux pour les salariés, mais malheureusement pour les employeurs, bien évidemment, les congés payés, malgré l'activité partielle, eh bien, les congés payés continuent de courir, à savoir que les salariés continuent, tout en étant placés en activité partielle, d'acquérir des congés payés. Alors, au début décembre 2020, l'UMI a vraiment plaidé très fortement et très brillamment sa cause, principal syndicat des restaurateurs et des hôteliers. L'UMI a très brillamment plaidé sa cause auprès de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et a obtenu que les employeurs puissent imposer à leurs salariés concernés par ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration, a obtenu que les salariés puissent se voir imposer de prendre 10 jours de congés payés en janvier 2021. Donc, déjà, pour écluser, j'allais dire, une partie des congés payés acquis et non pris, donc soit qui seront à prendre, soit à payer aux salariés, ce qui évidemment sera une charge financière extrêmement lourde pour les employeurs dans les mois à venir. Il y a déjà eu cette première possibilité. Il n'est pas trop tard puisque ces congés doivent être pris jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, nous sommes aujourd'hui uniquement le 7 janvier. Donc, vous avez encore la possibilité d'imposer à vos salariés de prendre ces congés d'ici la fin du mois de janvier 2021. Sinon, pour toutes les autres activités, il est possible, par accord de branche ou par accord d'entreprise, c'est une ordonnance du 25 mars 2020, vraiment prise au début du confinement, du premier confinement qu'il a décidé, eh bien, l'employeur dans tous les secteurs d'activité peut imposer à ses salariés la prise de 6 jours de congés payés durant une période d'activité partielle, et ce jusqu'au 30 juin 2021. Donc, n'hésitez pas à utiliser, regardez vos accords de branche, sinon vous avez la possibilité rapidement eh bien, de conclure, voyez ça avec vos conseils juridiques,
de conclure un accord d'entreprise, la possibilité d'imposer une prise de congé payé à vos salariés pour éviter évidemment d'avoir une facture trop lourde lorsque l'activité aura repris. Je vous cite cette action mise en place par l'État. Alors, de façon curieuse, je suis allée vérifier il y a là à peine 2 heures, qui est prévue uniquement jusqu'au 31 janvier 2021, donc j'espère qu'il sera prolongé. C'est ce qui concerne les emplois francs ou le plan Un jeune, une solution. Donc, les emplois francs, c'est lorsque vous recrutez, parce qu'il faut malgré tout évidemment penser à l'avenir, lorsque vous envisagez de recruter un salarié, une personne qui réside dans un quartier considéré comme étant prioritaire, eh bien vous aurez des aides directes qui peuvent aller pour une embauche en CDI, pour un versement à hauteur de 15 000 € étalé sur 3 ans, c'est-à-dire une aide directe de l'État de 5 000 € par an. C'est le même principe pour le plan Un jeune, une solution. Il faut que le jeune ait moins de 26 ans. Une embauche, alors par le biais d'un contrat initiative emploi, par le biais d'un contrat d'apprentissage, par le biais d'un CDI, par le biais d'un CDD. Et là, on peut avoir des aides qui sont tout à fait importantes, à hauteur de 8 000 € pour un salarié majeur, un petit peu moins s'il s'agit d'un mineur. L'aide est versée mensuellement, dans ce cas-là, à l'employeur. Donc, je vous cite bien évidemment ces aides. Si vous avez non pas le statut d'entreprise, mais le statut d'indépendant, je vous rappelle que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, c'est-à-dire c'est cet organisme qui a remplacé le RSI, ONI de la plupart des indépendants, eh bien le CPSTI propose pour justement les indépendants la possibilité de percevoir une aide exceptionnelle pour ceux dont l'activité a été interrompue depuis le 2 novembre 2020, pour leur permettre de payer leur contribution sociale personnelle. D'autre part, si vous avez le statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez vous rendre sur le site de l'URSSAF dédié aux auto-entrepreneurs, c'est-à-dire auto-entrepreneur.ursaf.fr. Là également, vous avez la possibilité d'obtenir des aides directes ou d'exonération de la part de l'URSSAF. Donc vraiment, ne pas hésiter à vous rendre sur ces sites pour voir quelles sont les aides, soit en tant qu'indépendant, soit en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez bénéficier. Dernier point, il est possible que certains d'entre vous aient le statut de particulier employeur. Dans ce cas-là, soit si votre salarié est considéré comme étant vulnérable, soit si votre activité a été interrompue du fait notamment de ce deuxième confinement qui perdure, eh bien, vous avez la possibilité directement, j'allais dire, de payer à votre salarié un salaire à hauteur de 80% du montant net du salaire et de bénéficier d'un remboursement de la part du CESU ou de Page Emploi à hauteur de 65% du salaire net des heures prévues et qui n'ont pas été réalisées pour le salarié. Donc, en substance, quel que soit votre statut, à la fois vous êtes une entreprise, personne morale, vous êtes indépendant, vous êtes particulier, employeur, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez la possibilité de bénéficier donc, des dispositions d'activité partielle, bien évidemment, pour vos salariés, mais également de bénéficier de différentes aides d'exonération ou de report des cotisations sociales. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je laisse la parole à Sébastien Da Silva, KPMG avocat, pour les mesures en matière contractuelle. Merci. Oui, merci Laurence. Bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, malgré le contexte qui peut s'avérer difficile, compliqué ou pas évident pour tout le monde. Donc je reprends la suite pour un tour d'horizon des solutions qui peuvent être mises en place en matière contractuelle notamment, difficultés d'exécution d'obligations contractuelles, difficultés de paiement, annulation, gestion de délai, etc., etc. Pour ce qui est de l'activité d'hébergement touristique, nous savons que les annulations d'hébergement posent quelques difficultés pratiques. En effet, les dispositions spéciales de report et d'annulation qui avaient été prises lors du premier confinement par l'ordonnance du 25 mars 2020, je crois, et qui étaient applicables aux contrats annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Donc, ces mesures spécifiques ont pris fin
à cette même date, mais elles n'ont pas été reconduites. Attention toutefois, les effets des dispositions spéciales qui avaient été prises demeurent malgré tout pour les séjours qui ont été annulés avant le 15 septembre 2020 et qui ont fait l'objet d'une proposition d'un avoir dont la durée de validité est, je le rappelle, de 18 mois, donc potentiellement jusqu'au 15 mars 2022. 15 septembre 2020, toutes les annulations qui ont été faites avec un avoir avant le 15 septembre, donc durée de validité de 18 mois, ça fait potentiellement jusqu'au 15 mars 2022 ou plus tard. En dehors de ces cas, c'est le cadre juridique général du contrat qui s'applique pour toutes les annulations de séjour depuis le 15 septembre 2020. Cadre juridique général, c'est-à-dire que ce sont les conditions générales du contrat de réservation qui s'appliquent. Il convient donc de s'y rapporter pour vérifier les conditions d'annulation et savoir comment les appliquer. Si rien n'est précisé dans le contrat, il convient de s'interroger dans ce cas-là sur la nature des sommes perçues au moment de la réservation, pour savoir s'il s'agit d'art ou d'un acompte. Le client qui verse un acompte s'engage fermement à acheter, c'est-à-dire à payer le prix de la prestation. Les sommes versées au titre de l'acompte sont déduites du prix total de la prestation. Celui qui reçoit l'acompte s'engage fermement à fournir la prestation. Donc, en cas de versement d'un acompte, aucune des parties au contrat ne peut annuler la vente. A contrario, le versement d'art autorise le client et le prestataire à annuler la commande. Si c'est le client qui annule, il perd les arts, il perd la somme versée. Si c'est vous qui annulez la prestation, vous devez rembourser au client le double des sommes versées à titre d'avance. Enfin, dernière précision sur ce sujet, lorsque le contrat ne précise pas la nature des sommes qui ont été versées d'avance, c'est-à-dire si le contrat ne précise pas s'il s'agit d'art ou d'acompte, dans ce cas-là, en cas de silence, les sommes versées d'avance sont considérées comme des arts. En matière contractuelle toujours, mais de façon beaucoup plus générale cette fois, une des questions qui revient le plus souvent est celle de savoir si le confinement peut constituer un cas de force majeure qui permettrait alors d'aménager, voire de s'exonérer de toute ou partie d'obligations contractuelles. Un bref rappel, pour que la force majeure soit qualifiée en matière contractuelle, en droit, il faut que 3 critères soient réunis cumulativement, c'est-à-dire les 3 ensemble, pas 1 sur 3, mais les 3 ensemble. Un événement qui échappe au contrôle des parties, c'est-à-dire extérieur à la volonté. Un événement qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire qu'il est imprévisible et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, c'est-à-dire irrésistibles. On a nos 3 critères, extérieur à la volonté, imprévisible, irrésistible. Vous l'aurez compris, l'exception de force majeure n'apparaît pas certaine, encore moins maintenant, puisque dans le cadre notamment dans le cadre du second confinement, car les critères imprévisibles et irrésistibles sont beaucoup plus difficiles à démontrer par celui qui souhaiterait invoquer cette exception pour suspendre temporairement ou définitivement ses obligations contractuelles. Autant lors du premier confinement, on pouvait espérer que les critères imprévisibles d'irrésistibilité soient retenus par la jurisprudence, ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de jurisprudence encore qui a retenu la force majeure pour la crise sanitaire Covid. Mais dans le cas du second confinement, ça l'est encore moins puisque le caractère imprévisible est totalement tombé. Donc la voie de la prudence nous conduit donc naturellement vers la négociation. Soyez vigilants, anticipez, faites analyser vos contrats, les contrats en cours, les contrats futurs, bien sûr, faites-vous aider pour les établir, que ce soit des contrats prestataires, des contrats fournisseurs, des contrats clients, pour éventuellement les faire adapter dans le cadre de négociations de bonne foi afin de tenir compte de la situation économique et sanitaire exceptionnelle que nous traversons. Alors, l'adaptation, l'aménagement des contrats, cela vaut également en matière bancaire, notamment s'agissant du report et de l'aménagement de crédit. Alors, pour les particuliers essentiellement, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas professionnels, s'il y en a parmi vous qui sont hébergeurs non professionnels, vous êtes concernés. La première solution peut être la suspension temporaire des échéances, donc uniquement si le contrat de prêt le prévoit. En règle générale, il est possible de suspendre les échéances au bout de 24 mois de remboursement pour une durée d'1 à 12 mois maximum. Cette opération n'est pas sans conséquence, puisqu'elle allonge la durée du crédit. Et attention, vous ne pouvez pas non plus bénéficier d'un report d'échéance sur les contrats de prêt à taux zéro, les prêts relais, les prêts in fine, les prêts conventionnés et tous ces contrats de prêt un peu spéciaux, accession sociale, épargne logement, etc., etc. Donc il convient de se reporter, encore une fois, aux dispositions de votre contrat. En règle générale, il conviendra d'envoyer un courrier à la banque 1 à 2 mois avant la date souhaitée du report. Mais si votre contrat prévoit une possibilité de report d'échéance, vous pouvez y avoir droit. À savoir qu'il existe 2 mécanismes de report d'échéance. Le report d'échéance partiel,
qui stoppe le remboursement du capital pendant une durée définie, mais on continue de rembourser les intérêts. Le versement mensuel de l'assurance du prêt, lui, est maintenu. Et deuxième mécanisme, le report d'échéance totale. Donc, cette fois, on ne rembourse rien pendant une période donnée, ni le capital, ni les intérêts. Par contre, là encore, le paiement de l'assurance de prêt, lui, n'est pas suspendu. Donc, il faut continuer à le rembourser chaque mois. À l'issue de la période de suspension, le remboursement mensuel du crédit reprend son cours, capital, intérêt et assurance. Les mensualités reportées sont à payer à la fin du crédit. Lors de la mise en place du report d'échéance, la banque remet un nouveau tableau d'amortissement, et ça, il faut le savoir, un nouveau tableau d'amortissement qui indique le montant et surtout la nouvelle durée du prêt qui correspond en général, qui correspond à la durée de suspension et de décalage. Attention, suspendre temporairement le remboursement d'un prêt immobilier a un coût. En effet, le report génère des intérêts supplémentaires, ce qu'on appelle des intérêts intercalables pour un report partiel, et des intérêts impayés des échéances reportées dans le cas d'un report total. Deuxième solution possible, si le contrat de prêt le prévoit, toujours, la modulation temporaire des échéances, qui permet cette fois de diminuer le montant des mensualités jusqu'à une certaine portion et pendant une certaine période. Généralement, les banques le proposent avec la possibilité de diminuer les mensualités de 10 à 30% de l'échéance selon les banques, au bout de 2 ans de remboursement également, et dans la limite d'un allongement maximal de la durée du prêt de 24 mois. Là, par contre, la modulation est valable pour tout type de prêt, tout type de crédit. Et même dans l'hypothèse où la clause de modularité ne figure pas dans votre contrat, rien ne vous interdit de demander une suspension du remboursement et de demander à bénéficier de modularité pour circonstances exceptionnelles. Et là, c'est de la voie amiable et conventionnelle, et donc de la négociation. Si le contractant, si le banquier refuse, vous n'aurez pas de recours. Troisième possibilité, le délai de grâce. Bien qu'il soit préférable de privilégier un accord amiable avec le banquier, qui sera a priori plus favorable à un rééchelonnement ou à un aménagement de la dette plutôt qu'à un défaut de paiement, sachez que le Code civil comme le Code de la consommation prévoit la solution de la suspension judiciaire du remboursement. C'est-à-dire que l'exécution des obligations contractuelles peut être suspendue par ordonnance du juge. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt. Et en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. C'est-à-dire que la suspension, si elle est prononcée et ordonnée, ne pourra pas excéder 24 mois. Pour activer cette procédure, indépendamment des clauses contractuelles de votre prêt, contrat de prêt, il suffit de pouvoir justifier d'une baisse de revenus indépendante de la volonté de l'emprunteur. Donc cette procédure ne déclenche aucun frais ni aucun intérêt de retard. Elle est possible en matière de crédit immobilier et de crédit à la consommation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Code civil et le Code de la consommation. Donc je l'ai dit, je le répète, ces mesures ne sont malheureusement prévues que pour les particuliers. Néanmoins, pour les professionnels, pour ceux qui exercent et pour ceux qui ont le statut professionnel, pensez au médiateur, le médiateur des entreprises et ou le médiateur du crédit, qui peuvent aider à la mise en place de solutions similaires, mais dédiées aux professionnels cette fois. Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, y a accès et peut les saisir. Par ailleurs, il faut savoir que la saisine entraîne le gel des actions, c'est-à-dire que tant que le médiateur n'a pas mis fin à son intervention, les actions coercitives et contraignantes sont gelées, ce qui peut être un bon levier de temporisation, par exemple. Je saisis le médiateur, j'ai une difficulté de discussion, de dialogue avec ma banque, par exemple, je saisis le médiateur du crédit, et le temps de sa saisine, la situation est figée, il n'y a pas de situation qui peut évoluer dans un sens ni dans l'autre. Donc le médiateur des entreprises, lui, est appelé à apporter son aide aux entreprises qui rencontrent des difficultés avec leurs partenaires, par leurs prestataires, dans le cadre d'exécution d'un contrat, conditions de paiement non respectées, mauvaise exécution, rupture unilatérale de contrat, etc. etc. Vous pouvez également saisir la médiation du crédit, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il s'agit d'un dispositif public des banques de France qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers. Donc, la saisine se fait par Internet pour le médiateur du crédit, directement sur le site de la Banque de France. Le médiateur contacte les parties, vérifiera la recevabilité de la demande, définira un schéma d'action avec vous, ensuite il saisira les parties ou les banques concernées pour identifier et proposer une solution pour résoudre les points de blocage et pour aller jusqu'à l'avenant et la transaction. Enfin, je terminerai mon intervention par le sort du bail commercial. La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020
Article 14 prévoit un nouveau dispositif qui est destiné à protéger les preneurs de locaux professionnels ou commerciaux dans lesquels l'activité exploitée a été affectée par une décision de fermeture administrative ou par les restrictions sanitaires mises en œuvre. C'est-à-dire que les commerçants, notamment, dont l'activité est, qui sont fermés par mesure administrative, dont l'activité est éteinte temporairement, sont éligibles à ces dispositions concernant le bail commercial. Alors, ces mesures s'apparentent à celles qui avaient été prises au terme de l'ordonnance du 25 mars 2020 au printemps dernier. Elles apparaissent toutefois encore plus protectrices des intérêts des preneurs, des locataires, dont l'activité a été affectée ou est fermée, puisque la loi prévoit en effet, et de façon assez inédite d'ailleurs, que les mesures conservatoires et d'exécution qui ont été engagées à l'encontre d'un locataire, notamment pour le non-paiement du loyer ou des charges locatives, sont suspendues. C'est-à-dire que schématiquement, les loyers, les charges locatives des locaux professionnels et commerciaux exploités par des entreprises administrativement fermées ou dont l'activité a été particulièrement affectée par des restrictions sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la sortie de la gestion du Covid, demeure exigible. Cependant, le défaut de paiement donc les loyers demeurent exigibles, mais le défaut de paiement, lui, n'est pas immédiatement sanctionnable. C'est une reprise du dispositif qui a été pris au printemps, c'est-à-dire qu'il y avait un gel des sanctions. Et cette fois, on va un petit peu plus loin, puisque gel des sanctions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt de retard, aucune pénalité, aucune sanction financière, aucune action, aucune sanction ou voie d'exécution forcée à l'encontre d'un locataire qui, pour un retard ou non-paiement de loyer de charges locatives. Mais on va un petit peu plus loin, puisque y compris les mesures conservatoires et y compris les mesures d'exécution forcée qui avaient déjà été engagées se trouvent gelées. Par contre, le public est totalement restreint, puisque ça concerne uniquement les personnes dont l'activité a été administrativement fermée. Ces dispositions, par contre, sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux parties et s'imposent d'autorité surtout. Donc, en dehors de ces mesures spécifiques, je rappelle et j'insiste sur le fait qu'il est toujours possible de négocier avec son bailleur, qui se trouve aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, associé aux difficultés de son locataire et de votre activité, en fin de compte. En ce sens, un accord équilibré permettant de passer ensemble la crise pourrait garantir le bailleur quant au recouvrement à terme de toute ou partie des dettes locatives qui auraient pu s'accumuler jusqu'à ce jour, et lui garantira surtout le maintien d'un locataire avec un niveau de loyer fixé avant la crise, ce qui peut se constituer dans le climat actuel un atout précieux. Pour motiver le bailleur en ce sens, il est peut-être opportun de lui rappeler l'existence du dispositif fiscal spécifique, qui avait présenté Alexandre juste avant. Autre possibilité, proposer la mise en place d'un loyer variable le temps de la crise pour assurer un partage de valeur entre locataire et bailleur. Alors, face à la baisse d'activité subie par les restaurateurs, par exemple, notamment, une piste de négociation intéressante consiste à proposer au bailleur de substituer temporairement le montant du loyer fixe par un loyer variable. C'est une manière de tenir compte de la baisse d'activité en jouant la carte de la transparence. On peut aussi proposer au bailleur de lui régler temporairement un loyer qui représente un pourcentage du chiffre d'affaires. On peut encore imaginer un aménagement via une clause de retour à meilleure fortune, plutôt que de proposer l'abandon pur et simple d'une partie du loyer, ce qui est souvent difficile à accepter pour un bailleur, qui ont eux-mêmes leurs propres engagements, remboursement de crédit, etc., etc. La clause de retour à meilleure fortune peut être une manière de faire accepter une baisse temporaire de loyer. Un avenant devra alors devra être régularisé, comporter une clause prévoyant que le bailleur consent à abandonner une partie du loyer sur une période déterminée, mais qu'il conserve et il aura la possibilité dans le futur de réclamer cette dette dans les conditions déterminées si la situation du locataire s'améliore. Donc ça, c'est aussi une piste à explorer. Enfin, autre levier d'action en matière de bail commercial, faire jouer la demande de révision triennale du loyer à la baisse, puisque le statut des baux commerciaux permet aux parties de solliciter une révision du loyer tous les 3 ans. Ainsi, s'il y a un délai de 3 ans qui s'est écoulé depuis la dernière fixation, depuis la dernière révision de votre loyer, il est tout à fait possible de solliciter une révision du loyer à la baisse, compte tenu des circonstances sanitaires et économiques actuelles. Donc, pour résumer, qu'elles soient amiables ou forcées, des solutions existent. Elles sont ponctuelles, spécifiques, au cas par cas. Nous invitons à privilégier la voie amiable, à vous rapprocher de vos co-contractants, qu'ils soient bailleurs, partenaires, prestataires, clients, pour négocier directement avec eux un aménagement en fonction des possibilités de chacun, et par écrit toujours. Procédez par courrier et par avenant. Rapprochez-vous de vos conseils, conseil du chiffre, conseil du droit, pour vous accompagner dans vos démarches si c'est nécessaire. En cas de blocage, ne surtout pas hésiter à solliciter les voies institutionnelles et les voies judiciaires le cas échéant, puisque, comme vous l'avez entendu,
il existe également des mesures pouvant faciliter la discussion ou pouvant se substituer au défaut de discussion pour le coup. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Sébastien Carton, KPMG, pour la suite. Merci Sébastien, bonjour à tous. Moi, je vais avoir le plaisir de poursuivre ce webinaire sur le volet financier avec une casquette un petit peu plus chiffrée. Et dans le prolongement de ce que nous a présenté Monsieur Lerest en démarrage de ce webinaire, eh bien, je vais revenir sur deux dispositifs, le fonds de solidarité et également le prêt garanti par l'État. Alors, l'idée va être naturellement de reprendre ces deux dispositifs et également eh bien, de vous en donner les éléments d'actualisation qui ont pu intervenir sur les dernières semaines et sur les derniers mois. Démarrons par le fonds de solidarité. Pour mémoire, le fonds de solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est une aide financière mensuelle versée par l'État à tout ou partie des entrepreneurs. C'est une aide qui a évolué au fil des mois, que ce soit en termes de champ d'application, que ce soit en matière de secteur éligible, mais également en termes de mode de calcul, de mode opératoire de calcul. Et il faut reconnaître que les clés de lecture à la fois sur l'éligibilité et à la fois sur le calcul à proprement parler de l'aide peut être parfois un petit peu complexe. Il y a notamment le législateur qui a mis à disposition différentes foires aux questions qui peuvent vous permettre, soit directement, soit avec l'appui de vos conseils, et bien de vérifier votre éligibilité à ce fonds de solidarité. Quand demandez le fonds de solidarité, vous avez un délai de 2 mois après l'échéance du mois. Donc, les demandes au titre du mois de novembre 2020 vont arriver à expiration fin janvier 2021. Et donc, les demandes au titre du fonds de solidarité du mois de décembre, alors, fonds de solidarité du mois de décembre qui est assez attendu de par son déplafonnement sur un certain nombre de secteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, la date limite de demande sera sur fin février 2021. Comment demander le fonds de solidarité? Eh bien, il suffit de se connecter non pas sur l'espace ImpôGouv de l'entreprise, mais sur l'espace ImpôGouv personnel du dirigeant, en cliquant dans l'onglet Messagerie sécurisée, et vous aurez un renvoi vers « Je sollicite une demande » au titre du Covid-19. J'attire votre attention sur le fait que le canal, le formulaire de demande des aides au titre du mois de décembre 2020 n'était, il y a encore une heure, pas encore disponible. On l'attend incessamment sous peu. La disponibilité, effectivement, du formulaire au titre des demandes du Fonds de solidarité de décembre 2020, qui seront donc à demander au plus tard fin février 2021. Je parlais tout à l'heure sur le fonds de solidarité du mois de décembre 2020 d'une politique de déplafonnement. Je le disais en préambule, le fonds de solidarité, il a évolué mois après mois, et je vais me permettre de faire un rapide focus sur le fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'éligibilité au fonds de solidarité, c'est un arbre de décision sur lequel il faut déjà positionner l'entreprise en fonction de 4 catégories. Est-ce que l'entreprise a ou pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public? C'est la première catégorie d'entreprise. Deuxième catégorie, c'est les catégories classées dans le secteur dit S1. Autre catégorie et catégorie suivante, c'est le secteur S1 bis. Et puis derrière, on a tout un collège dit des autres entreprises. Donc, le point de démarrage, c'est de venir situer votre entreprise dans chacun de ces 4 items, en commençant toujours par le premier que j'ai cité, à savoir l'interdiction d'accueil du public. Et donc, le niveau du fonds de solidarité dont vous pouvez bénéficier au titre du mois de décembre 2020, eh bien, en fonction de ces différentes catégories, il va pouvoir, je dirais, être plus ou moins important. Pour les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, on est sur une possibilité d'atteindre une aide maximale de 20% du chiffre d'affaires, alors plafonné à 200 000 €.
c'est la comparaison du chiffre d'affaires de décembre 2020 versus décembre 2019 ou la moyenne de l'année 2019. Pour ce qui est des secteurs S1, alors quand on parle des secteurs S1 et S1 bis, il y a le décret de mars 2020 qui reprécise les entreprises qui relèvent du secteur S1 et du secteur S1 bis. De manière très simple, vous retrouverez sur Internet ce décret et ce listing des entreprises. Et donc, pour les entreprises du secteur S1, eh bien l'aide, là, elle va être variable entre 15 et 20% du volume de chiffre d'affaires plafonné à une aide globale de 200 000 euros. Et là, il faut que la perte de chiffre d'affaires soit à minima de 50% au titre de décembre 2020 en comparaison avec décembre 2019 et ou la moyenne des 12 mois de l'année 2019. Pour ce qui est des autres entreprises, eh bien, c'est le prolongement du fonds de solidarité sur une base de 1 500 euros par an qui est prévu au titre du mois de décembre 2020. Il est rappelé que le fonds de solidarité va s'arrêter, hormis pour les entreprises qui continueront d'être dans une situation d'interdiction d'accueil du public et les entreprises sur des secteurs particulièrement touchés. On a une annonce de Bruno Le Maire en la matière où seraient ciblées les entreprises du secteur S1. Uniquement les secteurs a priori du secteur S1 bis ne seraient pas retenus pour le prolongement du fonds de solidarité. Je viens sur la deuxième partie de mon propos, de mon intervention, qui est le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de financement qui a été mis en place, il faut le reconnaître, dans un délai record par, je dirais, l'ensemble des pouvoirs publics et des organismes bancaires. C'est le prêt garanti par l'État, la faculté pour une entreprise de solliciter un emprunt sur un montant maximum de 25% de son chiffre d'affaires. Je reviendrai en quelques mots sur le PGE dit saison qui est sensiblement différent en termes de montant global à solliciter. C'est donc un prêt qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires et qui sera remboursé sur une période maximale qui ira jusqu'à 6 ans, alors soit avec 1 an de différé, soit avec 2 ans de différé. Et donc, pour ceux qui ont d'ores et déjà sollicité un PGE, eh bien, vos partenaires bancaires se rapprocheront de vous quelques semaines avant le premier anniversaire de versement du PGE, eh bien, pour engager avec vous la discussion de savoir est-ce que vous faites un remboursement total du PGE parce que vous n'en avez pas eu besoin et vous estimez que avec vos conseils, vous n'en aurez pas besoin dans les semaines et dans les mois qui suivent, ou alors effectivement d'engager d'ores et déjà un amortissement de ce PGE sur les durées que je précisais tout à l'heure. Le PGE, à date aujourd'hui, vous pouvez le demander jusqu'au mois de juin 2021. Ce n'est pas parce que vous avez déjà fait une demande de PGE que vous ne pouvez pas en faire une deuxième, sous réserve naturellement de respecter le seuil et le plafond que je précisais tout à l'heure. Et le législateur est également venu préciser la tunnelisation du taux qui sera assorti sur les remboursements des PGE primes d'État inclus. Je reviendrai sur la notion de prime d'État. Ce taux, il va se situer entre 1% et 2,5% en fonction de la durée de remboursement. Je parlais de prime d'État. Pour mémoire, le PGE, le prêt garanti par l'État, est garanti par l'État à hauteur de 90%, notamment par BPI. Sur le PGE saison dont je parlais tout à l'heure, le PGE saison, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité pour des activités notamment touristiques de déplafonner le montant de PGE sollicité et de ne pas être uniquement sur 25% du chiffre d'affaires, mais d'aller sur les 3 plus gros mois d'activité, le volume de chiffre d'affaires généré sur les 3 plus gros mois d'activité. C'est ce que prévoit le PGE saison et qui peut être sollicité depuis cet été par les entreprises intervenant sur des activités saisonnières. J'attire votre attention sur le PGE, à bien vous rapprocher de vos conseils et de bien analyser quelles vont être les incidences demain du PGE.
a solutionné une problématique de crise de trésorerie avec la mise en place de ce PGE et on va aller aussi vers des problématiques de solvabilité, de rentabilité. Il faut bien comprendre que le PGE, pour les entreprises qui l'auront consommé, parce qu'elles auront eu besoin bien de payer leurs coûts fixes, de payer tout ou partie de leur salaire des salariés en dehors du chômage partiel, eh bien, mécaniquement, ce PGE, quand l'entreprise va commencer à le rembourser dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, eh bien, mécaniquement, son seuil de rentabilité financier va augmenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, son seuil de rentabilité financier? Eh bien, de manière très pratique, un restaurateur qui avait un seuil de rentabilité financier auparavant de 500 000 € par an de volume de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'à 500 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, il avait remboursé, payé l'ensemble de ses charges, remboursé ses emprunts, eh bien, il va avoir un seuil de rentabilité qui va mécaniquement augmenter dans les années qui viennent, parce qu'il va falloir en plus rembourser effectivement ce prêt garanti par l'État. Ce qui est important à la lumière de mon propos, eh bien, c'est de prendre conscience effectivement dans le contexte actuel de ce que va être cet effort financier complémentaire, et puis de vous rapprocher de vos conseils pour voir quelle autre solution il peut être mis en place en matière notamment de rallongement, voire de restructuration de la dette financière de votre entreprise, et bien de manière à adosser un niveau de seuil de rentabilité financier qui soit en adéquation avec les capacités de l'entreprise. J'en termine avec ce propos sur le fonds de solidarité, sur le prêt garanti par l'État. On aura l'occasion de répondre aux différentes questions sur la fin de ce webinaire, et je redonne la parole à Madame Perret. Merci beaucoup. Effectivement, on a eu pas mal de questions tout au long de ce webinaire. Donc, on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Carton, concernant donc, le fonds de solidarité, à savoir, est-ce qu'il est possible de modifier une déclaration passée? Alors, il y a des déclarations qui ont pu être modifiées. Moi, chez certains de mes clients, on n'a pas eu beaucoup de cas de figure à traiter. Je pense que dans ce cas-là, la meilleure disposition à faire est de prendre contact avec le service des impôts des entreprises dont dépend la société, de manière à demander une modification du formulaire de fonds de solidarité qui aurait été réalisé de manière erronée. Merci. J'ai une autre question, alors peut-être pour vous également ou peut-être pour l'un de vos collègues. Donc une question d'un propriétaire de chambre d'hôte qui nous écrit « J'ai pu bénéficier du fonds de solidarité en mars et avril 2020. J'ai fait également une demande pour le mois de novembre 2020 et celle-ci m'a été refusée par les impôts sous prétexte que les LMNP n'en bénéficient plus, et me réclament maintenant de leur reverser les fonds reçus en mars-avril 2020. » Alors, le régime de l'allocation meublée non professionnelle du LMNP, sauf erreur de ma part, il faudrait vérifier le point, mais il me semble que dans la première FAQ, foire aux questions diffusée par l'administration fiscale de fin avril 2020, précisait bien que les loueurs en meublé non professionnel n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité, et cette exclusion a bien été reprise dans la FAQ du 23 décembre 2020. Donc Alors, Sébastien, si tu me permets, je vais compléter ton propos, parce que j'ai bien suivi cette problématique des LMNP, et en réalité, la toute première FAQ et les tout premiers échanges ne mentionnaient rien justement sur les LMNP, ce qui nous a fait dire dans certains webinaires qu'il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas le droit, et c'est en mai que lors d'une modification de la FAQ, il a été dit que les LMNP n'y avaient pas le droit. Donc en effet, depuis lors, l'administration campe sur sa position. Il n'en demeure pas moins qu'en effet, certains ont pu l'avoir, d'ailleurs même après cette notion dans la FAQ. Mais maintenant, alors ça ne ressort pas directement du texte, mais en effet, la FAQ est claire, les LMNP n'y ont pas droit. Ça a été, voilà, c'est une précision ultérieure à la sortie des textes en tout cas. Merci pour cette réponse. Nous avons également une question qui est apparue au début du webinaire concernant la CFE et concernant donc l'application du 2 tiers d'abattement
Donc là, peut-être une question plutôt pour Cap Atlantique et pour Monsieur Cadreau peut-être. Si voilà, vous pouvez redonner vos propos par rapport à cette CFE. Vous m'entendez? Oui, très bien. Par Oui. contre, on ne vous voit pas. Oui, bon, c'est pas grave. D'accord. Parce que, alors, le dégrèvement de la CFE a bien été voté par Cap Atlantique et donc mis en application sur toutes nos communes, y compris la Baule, bien sûr. Mais malheureusement, c'est l'État qui a fixé la liste des activités successibles d'être dégrevées par un décret en date du 5 août 2020. C'est l'État qui gère ça, qui a fixé les modalités, je veux dire. Mais la Baule est bien. Merci. Voilà. Vous pouvez continuer à nous poser des questions si vous le souhaitez. Il nous reste, même si on a débordé un petit peu, il nous reste encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Ou vous-même, si messieurs et mesdames les avocats avez des propos complémentaires à ajouter. Alors, du coup, je reprends la parole sur cette histoire de CFE. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parce que je ne me vois pas. Il faut avoir en tête qu'en effet, ce dégrèvement exceptionnel des 2/3 n'était pas automatique. Il était soumis à délibération entre le 10 juin et le 31 juillet des collectivités territoriales. Parce qu'on a eu différentes interrogations, pourquoi est-ce que tel y a eu droit et pas moi? Donc voilà, il fallait qu'il y ait un vote, donc c'était pas automatique. On a maintenant en ligne de disponible la liste des communes et des EPCI qui ont accordé ce dégrèvement. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu le dégrèvement et qui s'interrogent si c'est normal, il suffit d'aller regarder en effet sur cette liste, parce que en effet, d'une commune à l'autre, d'un EPCI à l'autre, etc. Certains l'ont voté, d'autres pas. Donc c'est une notion importante, parce que la localisation géographique peut faire qu'une commune l'a voté et pas l'autre. Mais la liste est disponible maintenant sur Internet. Merci. Oui, je reprends la main très, très brièvement, si vous le voulez bien, pour faire une précision concernant ce qui a été arraché, j'allais dire, par l'UMI début décembre concernant les congés payés. Effectivement, petite précision, il y avait des critères d'éligibilité, mais qui concernent malheureusement, j'allais dire, une grande partie des entreprises concernées, puisque en fait, il faut que l'activité ait été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d'au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020, ou que l'activité ait été réduite de plus de 90%, donc ça induit une baisse de chiffre d'affaires, pendant les périodes en 2020 où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Donc voilà quels sont les critères d'éligibilité. Encore une fois, malheureusement, ça touche beaucoup d'entreprises qui ont, ou autres d'ailleurs, d'indépendants qui ont des salariés. Merci. Merci. Je pense que vous avez également vu cette question qui vient d'apparaître. Les syndicats parlent d'une suspension des amortissements. De quoi s'agit-il exactement? Alors, je vais prendre je vais prendre le relais. Oui, effectivement, pris comme ça, le terme d'amortissement peut renvoyer à la notion d'amortissement comptable, mais je ne vois pas. Je pense que ça doit parler de suspension des amortissements probablement dans les plans de remboursement d'emprunt sur la fraction du capital. Je ne vois pas d'autres éléments à proprement parler sur une notion de suspension des amortissements. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 2 petites minutes pour pouvoir y répondre.
J'avais quand même une question, mais je pense que vous y avez un petit peu déjà répondu, mais je vais la reposer. Les loueurs de meublés non professionnels, gîtes, là en l'occurrence, peuvent-ils prétendre à des aides? Alors, je m'excuse, j'ai eu un petit problème de connexion. J'ai entendu parler de gîte, mais j'ai pas eu Oui. Ah pardon. Alors l'ensemble de la phrase. je repose la question, je m'y remets. Les loueurs de meublés non professionnels, gîtes, ici en l'occurrence, peuvent-ils prétendre à des aides? Alors, ça appelle plusieurs interrogations. Gîte et LMNP ne vont pas forcément de pair. Si on est sur un gîte qui relève en effet de la catégorie des locations meublées non professionnelles, l'aide principale à laquelle on pense, c'est le fonds de solidarité. Et là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, la connexion est mauvaise. Maintenant, la FAQ de l'administration fiscale est claire. Ils n'y ont Je suis désolée, on vous entend très mal. sauf à ce qu'un recours soit un jour fait. Je vais reprendre la main si vous voulez bien. Voilà. Assez mal, du coup, je vais juste passer à la question suivante. On reviendra près de vous si vous le voulez bien. Alors, donc j'ai une question. En ce qui concerne le bilan 2020, y a-t-il des propositions de dévalorisation de nos fonds de commerce? Alors, peut-être quelques éléments de réponse sur cette question qui a beaucoup de sens. Il est certain que les arrêtés de compte 31 décembre 2020 vont poser au sein de toutes les entreprises différentes questions, différentes réflexions à porter sur effectivement des problématiques de dépréciation des fonds de commerce inscrits à l'actif du bilan des entreprises. Le premier sujet, il est qu'effectivement, tous les ans, avec votre conseil, votre expert comptable, il y a un point à réaliser sur est-ce que la valorisation de l'actif tel qu'il est inscrit au bilan de l'entreprise est une valeur de marché. Pour autant, le regard que l'on porte, c'est que la crise Covid-19 reste une crise qu'on espère la plus ponctuelle possible, et que ce n'est pas parce qu'un restaurant aura fait, par exemple, un volume de chiffre d'affaires extrêmement réduit sur l'année civile 2020, que pour autant, la valeur de son fonds de commerce s'est réduite, s'est détruite. Donc c'est du cas par cas. Il y a effectivement une réflexion à mener par les entreprises avec leurs conseils lors des arrêtés de compte. Pour autant, il n'y a pas une dégradation si mécanique que ça. Je profite également parce qu'on parle de présentation des bilans, mécaniquement, les fonds propres des entreprises, notamment sur le milieu touristique, risquent d'être assez dégradés sur cette année 2020, avec des problématiques de niveau de capitaux propres qui, au regard notamment des ratios bancaires, peuvent mettre en difficulté les entreprises dans les années qui viennent. Je tiens simplement à préciser qu'il y a un mécanisme dit de la réévaluation libre des actifs qui existe. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est un outil, simplement, il faut que vous l'ayez. C'est un outil qui permet d'améliorer la physionomie, je dirais, visuelle du bilan d'une entreprise et dont les effets fiscaux habituels qui ne poussaient pas généralement les entreprises à aller dans cette voie-là, ont été neutralisés par la loi de finances. Voilà, donc c'est un outil, pensez réévaluation libre des actifs à échanger avec vos conseils. Ça peut être une piste pour optimiser la présentation de vos états financiers. Merci. On a donc à suivre une question. Pensez-vous qu'il y aura un report de remboursement du PGE?
Alors, sur le PGE, on a déjà une deuxième année différée qui est dans les prévisions. On n'a pas de texte officiel aujourd'hui sur un aménagement du PGE, donc le propos que je vais tenir, il est subjectif. Il est certain qu'on a des activités aujourd'hui, notamment de nature touristique, qui seront en grande difficulté pour rembourser leur PGE sur une durée de 5 ans. C'est une réalité et on s'attend à ce qu'il y ait des aménagements, soit par notion de branche d'activité, soit par des dispositifs de procédure de conciliation, de mandat ad hoc qui permettra aux entreprises de rallonger cette durée de PGE. Merci. Pouvez-vous nous redonner le site des villes éligibles au dégrèvement de la CFE? Je veux bien refaire une tentative si ma connexion est redevenue un peu plus stable. Est-ce que… Ça a l'air très, très bien. Bon. La liste, alors j'ai pas le site en l'occurrence, il suffit de taper sur Internet, hein, j'ai fait le test, liste commune CFE dégrèvement, et on a la liste sur le site impôts.gouv avec la liste des communes et des EPCI. Donc en effet, parfois on ne peut pas voir la commune, mais si c'est l'EPCI qui a pris les délibérations et qui englobe les communes en question, on retrouve bien l'EPCI en question qui a voté la délibération. Et du coup, tant que j'ai une connexion à peu près stable, je reprends le propos sur la question qui concernait le gîte et le LMNP, sauf à ce qu'une réponse ait été donnée, mais je ne pense pas. Il faut savoir qu'un gîte n'est pas forcément un LMNP. Donc, si on est bien une personne qui relève du régime fiscal LMNP, malheureusement, là-dessus, les textes sont clairs, elle n'a pas le droit au bénéfice du fonds de solidarité notamment. En revanche, s'il s'agit d'un gîte qui fait des opérations qualifiées de para-hôtelières, avec vraiment du service de petit déjeuner, du changement de drap, etc., on n'est pas sur un régime fiscal, normalement, de location meublée, professionnelle ou non professionnelle. On est sur un régime BIC classique de bénéfices industriels et commerciaux, avec une interprétation du caractère professionnel qui est autre. Donc là, on est vraiment sur des questions un peu plus pointues au niveau fiscal. Mais pour répondre simplement, si on est en LMNP, quelle que soit l'activité, malheureusement, non, sauf à faire un recours qui pourra peut-être voir le jour, mais les montants étant bien souvent peu importants, personne ne prend le risque d'aller faire ces recours. Est-ce qu'il est légitime de ne pas y avoir droit? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on peut y avoir droit en vertu des textes? Sans doute. Est-ce qu'on y a droit en pratique? Non, parce que l'administration fiscale nous dit qu'on n'y a pas le droit. Voilà. Merci. Et je rebondis juste donc sur la CFE. Et donc, effectivement, Cap Atlantique englobe bien la commune de La Baule pour la question qui vient d'être posée, donc au même titre que les 15 communes de Cap Atlantique. Je terminerai par deux dernières questions. Certaines autres régions proposent des aides directes en subvention sur l'équipement des restaurants pour la mise en place de la vente à emporter. Et chez nous? Pour ce qui concerne les Pays de la Loire, on n'a pas ce type de dispositif. En revanche, si vous avez des projets d'investissement plus conséquents, j'évoquais tout à l'heure le dispositif Pays de la Loire investissement touristique qui peut vous intéresser. Merci. Et je prendrai donc la dernière question donc, sur un cas concret pour un camping qui nous explique avoir investi dans la couverture et l'agrandissement de la piscine. Pouvons-nous prétendre à une subvention? Alors, je vais évoquer le même dispositif que précédemment, à savoir le dispositif Pays de la Loire investissement touristique que j'ai présenté brièvement tout à l'heure et dont les liens vous seront fournis dans les documents qui vous seront communiqués après cette séquence. Deux cas de figure. Soit vous avez déjà réalisé votre investissement au cours des mois passés et malheureusement, les investissements déjà réalisés ne sont plus éligibles à des soutiens publics. Soit vous avez ce projet pour les mois à venir
Et effectivement, ce type d'investissement peut être étudié pour un soutien de la région, soit en prêt, soit en subvention, étant précisé que nous sommes sur une analyse au cas par cas de l'ensemble des sollicitations que nous recevons. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que nous arrivons au terme de ce premier webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Je remercie également vivement nos intervenants, la région des Pays de la Loire, Cap Atlantique, KPMG Avocats, pour la qualité de ces présentations et de ces échanges. Je vous rappelle donc que ce webinaire sera disponible en replay dès demain sur notre site pro. Et puis, si vous avez également des questions particulières voilà, qui n'auraient pas pu être abordées, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail de l'Office de tourisme intercommunal et nous y répondrons du mieux que nous pourrons. Je vous remercie vivement d'être resté avec nous et je vous dis à très, très bientôt.